Messieurs, dames, bienvenue dans l'émission Débat carte sur table, analyse, réflexion, projection et point sur la situation socio-politique et économique de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler de notion de redevabilité. Dans cette émission, on en parle beaucoup. Seulement, ceux qui emploient ce terme savent-ils de quoi ils parlent lorsqu'on parle de redevabilité? Cette notion fait recours à des obligations, mais également à des devoirs que cela implique. Et pour y parvenir dans cette réflexion, nous avons sur ce plateau, au titre du mouvement nigérien pour la sauvegarde des acquis démocratiques, Monzadem, son secrétaire général Brahima Daouda. Monsieur le SG, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Au titre des acteurs de défense des droits humains, Al-Mansour Mohamed, qui milite dans plusieurs structures de promotion de la démocratie. Al-Mansour, bonjour. Merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Alors, lorsqu'on parle de redevabilité, ça renvoie à quoi? Oui, quand on parle de redevabilité, ça renvoie de manière générale au devoir qu'a le citoyen ou l'individu vis-à-vis de sa communauté ou bien vis-à-vis de sa nation. Maintenant, après cette tentative de définition, si nous essayons de parler de cette notion de redevabilité dans notre contexte nigérien, nous allons partir à partir de la loi fondamentale, c'est-à-dire de la Constitution de la République du Niger. Le plus souvent, quand les citoyens évoquent ou invoquent la Constitution, c'est pour parler de leurs droits. J'ai droit, j'ai droit. Alors que juste après le préambule, à partir du premier titre, on a dit droits et devoirs des citoyens. Ça veut dire quoi? À partir de ces éléments, chaque citoyen, en réalité, est redevable vis-à-vis de la nation. Le citoyen n'a pas seulement des droits, il a également des devoirs. Parce que quand on parle en termes de nation ou de pays, en réalité, ça veut dire que c'est un bien commun. Et comme c'est un bien commun, ça veut dire que pour la préservation de ces biens ou des acquis qu'on a au niveau de la communauté, il faudrait le concours de tous les fils et de toutes les filles du pays. C'est pourquoi il est important, pour que cette notion soit bien comprise, et d'ailleurs ça fait partie des exigences même de la même Constitution, le texte-là doit être vulgarisé. Et quand on prend le contexte de notre pays où la majorité des citoyens sont analphabètes, il faudrait nécessairement leur donner cette culture démocratique, cette culture de la loi fondamentale, en leur inculquant cela au niveau de nos langues nationales. Ça veut dire qu'on doit normalement avoir des constitutions écrites en Hausa, en germain, en peul, presque dans toutes les langues qui ont été érigées au titre de langue nationale. Et des émissions doivent être organisées au niveau des presses publiques et privées qui doivent servir à expliquer aux populations les articles, donc les contenus de la Constitution, pourquoi pas des autres lois et règlements de notre nation. On verra après, madame, la suite de cette émission, la faisabilité de ce que vous êtes en train de dire. Al-Mansour Mohamed, la notion de redevabilité, à qui s'applique-t-elle? Puisqu'on a vu le cadre définitionnel. Oui. Voilà, comme l'a dit Tissabouri, cette notion s'applique à tous les citoyens,
n'est-ce pas, gouvernants ou non. Chacun de nous, en tant que citoyen de la République, nous avons des devoirs à remplir, que nous avons également des obligations à remplir. C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes degrés de responsabilité. Nous, en tant que citoyens lambda, nous n'avons pas les mêmes obligations que ceux qui nous gouvernent. Par exemple, les députés, les maires, le président de la République, ainsi de suite, quand même, ils ont des obligations qui nous n'avons pas en tant que citoyens ordinaires. Mais c'est dire que la nation se construit avec tout le monde. C'est pourquoi nous parlons des citoyens, nous ne parlons pas des sujets. C'est pendant les époques des sujets où vous avez affaire à des personnes qui n'ont que des devoirs à accomplir. Pour notre cas au Niger, nous pensons que nous sommes tous des citoyens et chacun de nous a quelque chose à apporter à la nation. De bien à la nation. Et cela, comme l'a dit le petit frère Dori, doit être quand même compris, être enseigné de tout le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un environnement où la population est analphabète. Nous sommes dans un environnement où certaines pratiques socio-culturelles, coutumières, etc. prédominent, où on pense que le citoyen, à la base, comme le disent quelque part, talaka n'est commandé à Ossa. Mon talaka, ça veut dire que le talaka, dans ce sens, est un sujet. Ça veut dire que c'est des choses qui doivent être révolues. On doit, et c'est pourquoi j'aime bien cette expression en vogue ces derniers temps, la renaissance culturelle, qui va vers le changement de comportement et d'attitude. Il y a bien une différence entre comportement et attitude. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Et ceux qui veulent vendre cette expression de renaissance culturelle ont un travail de fond à faire pour le changement de comportement dans nos sociétés et pour que la démocratie que nous vivons soit profitable à tout le monde, pour que ceux qui nous gouvernent aient un sens aussi d'imputabilité, autrement dit de rendre compte et d'être aux côtés de la protection des droits humains et de la protection du plus faible, etc. Et vous voyez, je vous fais une anecdote. Je suis au courant, une vieille dame qui a été escroquée, et on lui a pris ses 400 000, 3 moutons, c'est à Banclaré. Elle a porté plainte devant le tribunal de Terra, mais c'est une dame députée d'une inscription spéciale de la junte Labéry qui s'est pointée au tribunal pour, entre guillemets, demander à la vieille dame de retirer sa plainte, etc., pour que l'escroc soit protégé. Probablement pour quel compte? Vous voyez? Voilà un exemple d'un député ou d'une députée qui doit être du côté de la légalité, du droit, qui doit veiller à la promotion des droits humains, qui doit avoir le sens. Pendant la présence de législature. Juillet 2016, c'est une députée d'inscription spéciale d'Argent Labéry. C'est en juillet 2016 qu'elle s'est présentée au tribunal de Terra, ou à l'usine vérifiée, pour un peu enlever des griffes de la justice un escroc qui a escroqué une dame, alors qu'un député, quand même républicain, doit quand même s'en connaître ses droits et devoirs. C'est pour vous dire que... On va ouvrir juste une parenthèse. Qu'est-ce que le juge a fait? L'affaire est finalement est close finalement. Parce que, entre guillemets, on a suppléé la dame, entre guillemets, la députée pour retirer sa plainte. Et maintenant, l'affaire que ça veut dire que la vieille dame là, a perdu ses 400 000, elle a perdu ses 3 moutons. Et vous voyez, malheureusement, il y a des gens qui posent des actes qui se retournent parfois contre les dirigeants du pays. C'est pour vous dire qu'il y a un travail de fond à faire. Les gens pensent que la redevabilité, c'est pas... Il y a ceux qui doivent être redevables, il y a ceux qui ne devraient pas l'être. Ça, c'est un travail de mentalité. Il faut faire un travail de fond au niveau de nos sociétés. Sensibiliser nos communautés. Et aller même sensibiliser les élus. Nos élus, il faut les sensibiliser. Parce qu'il y a des actes anti-républicains que certains posent et qui, quand même, jettent l'anathème sur toute une gouvernance politique. Malheureusement. Voilà. Vraiment, lorsqu'on parle de redevabilité, le citoyen lambda ne se sent pas concerné.
il y a une catégorie de personnes que ça concerne, puisqu'ils ont pris un engagement social. Je parle de vous, défenseurs des droits humains, des défenseurs de la démocratie, de tous ceux qui ont accepté de prendre un mandat du peuple. Je crois que quand on parle de redevabilité, on ne peut pas exclure une couche de la société. Peut-être ce sont les degrés de responsabilité qui peuvent déterminer les degrés également de redevabilité. Par exemple, pour le citoyen lambda, comme on aime l'appeler, sa première mission, c'est de payer l'impôt. Il s'acquitte de l'impôt, ça veut dire qu'il a accompli entièrement sa mission. Pour ce qui concerne l'élite, même s'ils ne sont pas dans le rouage du pouvoir, leur mission, c'est d'abord de veiller à ce que les lois et les règlements du pays soient respectés. Au-delà de ça, ils doivent également suivre la gestion des ressources du pays. Maintenant, pour ce qui concerne les gouvernants, qui, en réalité, comme vous l'avez dit, avaient pris des engagements, et heureusement que dans notre Constitution, pour certaines fonctions, on demande même d'abord une prestation de serment avant de prendre fonction. Vous allez voir des gens qui ont prêté serment sur le livre saint, sur le Coran, de respecter, faire respecter la Constitution, de consacrer l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Mais malheureusement, ce que nous constatons sur le terrain, et c'est d'ailleurs ce qui fait le problème entre la rupture du moins entre les gouvernants et les gouvernés. La rupture d'égalité. La rupture, parce que c'est cette rupture d'égalité qui fait même cette rupture même entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, le peuple peut ne pas comprendre. Le peuple peut ne pas comprendre quand on dit par exemple que le Niger est le dernier pays du monde en termes d'indice de développement humain. Pourquoi j'ai fait cette affirmation? Parce que quand nous essayons d'analyser les ressources dont dispose le pays, que ça, surtout sur le plan minier, le Niger a presque toutes les ressources. Le pays a signé tellement de conventions pour l'exploitation de ces ressources. Mais on a comme l'impression qu'il y a une mauvaise répartition de ces ressources. Parce que le citoyen, en réalité, ne constate pas de l'effet les richesses dont génèrent les ressources dont dispose. Il ne profite pas des retombées. Le peuple ne profite pas des retombées. Maintenant, quand la population constate qu'au moment où la majorité est dans la misère et qu'une minorité est dans l'opulence, alors beaucoup vont commencer par se demander, est-ce que, comme l'a dit la Constitution, tous les Nigériens sont égaux en droit et en devoir? Parce que c'est comme si il y a des Nigériens qui sont au-dessus d'autres Nigériens. Je vous donne un exemple. Comme le gars de ce... Je vous donne un exemple. Protégé par une élue du peuple. Je vais aller au-delà. C'est vrai, on a un pays voisin, le Tchad. Moi, je ne considère pas le Tchad comme un exemple en termes de démocratie ou
de sauvegarde des libertés individuelles, même si c'est par populisme. Avant-hier, le président Déby a décidé de diminuer les indemnités des parlementaires tchadiens, donc en leur donnant la moitié. Ouais. Or, en termes d'exemple, par exemple, avant que le Tchad ne fasse ça, je crois que, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays, d'abord un pays dans lequel on a le dernier pays, le monde est en termes d'indice de développement humain, Ouais. où on a un nombre pléthorique de députés, un nombre pléthorique de ministres. Je crois que le Niger également doit diminuer, en tout cas au moins de moitié, le traitement des parlementaires et faire idem pour le traitement des ministres et voire même diminuer la taille du gouvernement. Il dit ça comme au Bénin. Oui, même diminuer la taille du gouvernement. Parce que, surtout moi, quand je prends le cas du Parlement, le Parlement nigérien, c'est vrai, ceux-là, ils n'ont même pas encore 5 mois. Mais dans tous les cas, le constat, et ce n'est pas mon seul constat, c'est un constat général au niveau de la population. Peut-être vous de la presse, vous le constatez également. Quand il y a les plénières au niveau de l'Assemblée, on a 176 députés, n'est-ce pas? 171. 171 immenses députés. Peut-être que lors des plénières, vous n'aurez même pas 36 députés présents. Et quel lien? Il y a un lien. Quel lien avec la redevabilité? Le lien qu'il a, ces gens-là ont pris des engagements auprès des populations. Ils ont battu campagne pour venir défendre les problèmes qui minent les populations nigériennes. On vous élit député, vous devenez parlementaire, vous quittez votre base, vous venez à Niamey, vous vaquez à d'autres occupations, vous n'êtes même pas fichu d'être au niveau de l'hémicycle pour défendre les causes des populations nigériennes. Le plus souvent, quand tu vois le Parlement rempli, c'est qu'il y a crise politique, il y a enjeu au niveau des votes. Et c'est valable même quand on prend d'une manière générale pour la classe politique. Je n'ai jamais vu quand même, depuis que la démocratie a commencé dans ce pays, quand les partis politiques ont eu des divergences pour des problèmes qui concernent effectivement la population nigérienne. Le plus souvent, quand vous constatez ce qu'eux, ils appellent crise politique. Pourquoi parfois je ne les appelle pas des crises politiques, mais je les appelle des crises prébandières. Le plus souvent, quand vous voyez les partis politiques s'entre-déchirer, c'est que c'est pour des intérêts purement personnels. De positionnement. Jamais pour des questions qui concernent la population. Je n'ai jamais vu un seul député ou un seul parti politique. Par exemple, là, tout le monde sait que, c'est un exemple que je prends au niveau des secteurs sociaux, et tous ont juré, je te le jure, de veiller à ce que ces secteurs-là évoluent. Prenons la question de l'éducation. On reviendra sur ces aspects de question. Le temps de permettre à Al-Mansour de revenir sur cette notion de redevabilité, puisque Brema nous amène sous cet angle. Les politiciens ne respectent pas ce principe de redevabilité. Oui, c'est que peut-être certains, pour relativiser, pour ne pas dire tout le monde, tous les politiciens. Moi, je pense que dans l'écrasante majorité, ils n'ont pas, en tout cas, à l'esprit ce sens de redevabilité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, dans le cadre des actions du ministre Asmana, de la Renaissance culturelle, il y a du travail à faire, en tout cas dans le cadre du changement de comportement et des attitudes nigériennes. Et pour cela, nous le souhaitons pour que les Nigériens, en tout cas, changent certains comportements. Ce qu'il y a aujourd'hui,
les hommes politiques font la politique, pour la plupart, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs grands commerçants, et ça s'arrête là. Pour leur clan, comme on dit. Clan, oui, et leur club. Clan ou club, bon, club. Et dit aussi, les députés, pour les grandes majorités, pour ne pas dire tous, n'est-ce pas, sont en tout cas des instruments au service de ces politiciens. Des instruments au service d'un lobby. Je vous avais tout à l'heure parlé de cette députée d'une inscription spéciale qui est partie protéger un escroc qui a escroqué une vieille dame dans la zone de Bancalare, voilà, au lieu d'être du côté de la légalité de la justice sociale. C'est pour vous dire qu'il y a un travail de fond à faire dans ce pays. Si nous parlons en tout cas du progrès économique et social, on parle du décollage économique du pays, sans en tout cas revenir sur nos comportements et nos attitudes, c'est l'échec total. On aura de l'argent, on peut avoir de l'argent de l'or, de l'Iran, etc. Mais si c'est de la même façon que nous regardons, c'est de la même façon que la classe politique regarde, je pense qu'il y a un travail, un problème. Il faudrait nécessairement qu'il y ait un problème de changement de mentalité. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les problèmes, les mérites, la loyauté ne sont pas tout à fait, en tout cas, encouragés et récompensés. Allez-y dans les baptêmes. Les gens à qui on s'élève là, qui ont des grands bobos autres là, fouillez, leur passé est très sale pour la plupart. Pourtant, c'est à eux, dès qu'ils viennent, on s'élève, on leur lance des louanges, etc. Mais quand vous voyez leur passé, c'est un passé sombre. Donc il y a un problème de reconversion, de changement de mentalité. On ne peut pas développer un pays sur ces bases-là, quand même teinté quand même d'inégalité sociale. Parce que 90% croupissent dans la misère, 5% sont à un certain niveau et c'est eux qui contrôlent toutes les richesses nationales, etc. 90% sont dans la misère. Dans ces cas de déséquilibre social, on ne peut pas développer. À ce niveau, vous êtes interpellé, vous, défenseurs des droits humains et acteurs de la société civile, chargés de faire la promotion. Vous aussi, vous êtes interpellé. On est en train de... Tout le monde doit être interpellé par rapport à cette question. Parce que quelque part, Al-Mansour, c'est comme si tout le monde se cache et que cette notion de redevabilité, personne ne veut quelque part l'assumer. Ce qu'il y a, moi j'ai dit, Diori l'a dit, cette notion de Bourema, cette notion de redevabilité, elle est à plusieurs paliers. La redevabilité d'un paysan, elle est différente de la redevabilité d'un député, du président de la République ou du Premier ministre, n'est-ce pas? Ou du président de la Cour des comptes, par exemple. Ils n'ont pas la même responsabilité. Les paysans sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Ils paient l'impôt. Ils contribuent à la sécurité sociale de son village, de son canton, de son groupement. N'est-ce pas? Malgré qu'il n'ait pas de l'eau potable à boire, malgré qu'il n'a pas de soins de santé, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Malgré tout cela, il contribue dans sa misère à la stabilité sociale du pays. Au même moment où ceux qui devraient quand même promouvoir cette gouvernance politique, promouvoir en tout cas le développement économique du pays, protéger les plus faibles, comme le cas de cette vieille dame de Bancalare, n'est-ce pas, ne le font pas. Au contraire, on protège des gens qui ont pillé les ressources nationales, on protège des gens qui ont escroqué des individus, on protège des gens qui ont fait ceci, cela. On ne peut pas développer le pays dans ce cadre. Et puis, la renaissance culturelle du ministre Asmana, que je respecte beaucoup, ne peut pas décoller tant qu'il ne regarde pas, tant qu'il ne sensibilise pas les gouvernements et tous les sénats sur ce cadre-là. On ne peut pas. Cette renaissance ne peut pas décoller tant qu'il y a des gens qui pensent que ils ont plus de droits que d'autres. Est-ce que lui, le ministre, par exemple, chargé de la renaissance culturelle, a les moyens de sa politique? Bon, de toute façon, c'est un ministre de la renaissance culturelle, il doit quand même faire ce qu'il peut faire. De toute façon, s'il échoue, je ne vais pas le blâmer. Je ne sais pas qu'il échoue, mais je ne vais pas le blâmer. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que la renaissance culturelle doit rimer avec la justice sociale, doit rimer avec l'abandon de certains comportements qu'on observe dans notre élite politique, n'est-ce pas?
Oui, si lui, le politicien qui a pris des engagements dans le secteur de l'éducation, de la santé ou même de l'égalité des citoyens devant la loi, ne le fait pas, il y a ceux qui sont sortis de façon bénévole pour dire nous prenons l'engagement d'interpeller et de faire qu'il soit ainsi. Il s'agit de vous, défenseurs des droits humains. Et vous de la presse, je vous dis, vous le faites vous-même presque régulièrement. On le fait régulièrement, n'est-ce pas? Bien que nous, on n'est pas parti devant la population pour leur dire élisez-nous pour vous faire cela. Mais quand même, c'est notre devoir, on s'est engagé à le faire. Vous le faites, vous de la presse, mais les députés qui sont partis prendre parole devant les paysans, les citoyens nigériens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je suis d'accord par rapport à leur nombre là. Si la production du travail est importante, si le résultat est satisfaisant, bon, on peut tolérer le nombre. Mais le travail est en deçà de nos attentes, le nombre est pléthorique, et puis les députés, et même ou certains députés, ne se soucient pas des préoccupations de tous les jours des citoyens. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je vous dis qu'il y a un problème, ce qu'il faut faire, c'est vraiment une mobilisation sociale, n'est-ce pas, par rapport à ce genre de comportement. Parce que les gouvernants pensent que le peuple aujourd'hui, c'est un peuple inactif, c'est un peuple qui peut consommer et accepter tout, et ils pensent qu'ils peuvent allègrement violer les droits de ceci ou faire des trafics d'influence de ceci, comme c'est le cas de cette dame-là, n'est-ce pas? Donc, cette affaire vous a choqué? Non, vraiment, il m'a choqué quand un député essaie de protéger un escroc qui a pris 400 000 et 3 moutons d'une vieille dame dans une brousse perdue de Banclaré. Ça me choque. Ça me choque. Quand ça vient d'une députée, malheureusement d'une députée, ça me choque vivement. Et je pense qu'elle ne rend pas service à tous les députés de la République du Niger. Elle ne rend pas service au président de la République qui nous souvent à tous les discours prôner la bonne gouvernance, les droits humains, la promotion de ceci, cela. Je pense qu'elle est en train de naviguer à compte courant. Bref, je reviens à notre affaire d'imputabilité. Je dis qu'il y a un travail à faire. Et il ne faut pas que vous pensez que les gens ont les mêmes responsabilités. Les paysans là, ils ont pu ce qu'ils vont faire. Ils paient l'impôt, ils assurent la sécurité de leur village, malgré que certains n'ont pas d'eau potable. Quand on lui dit, leurs enfants ne vont pas à l'école. Quand on lui dit de s'arrêter au feu rouge, ils s'arrêtent. Ils sont calmes, ils ne prennent pas des armes, ils ne prennent pas des flèches pour aller incendier une mairie ou autre. Mais malgré tout, ils sont sereins. Ils sont sereins. Mais ceux-là qui sont en train de poser certains actes à un certain niveau, n'est-ce pas, qui au lieu de travailler pour le bien de cette communauté-là, passent tout leur temps à chercher des bons de commande, à chercher à accumuler des richesses, etc. Ceux-là, n'est-ce pas, on ne peut pas développer un pays avec de tels comportements. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est le problème de tous les Nigériens. 90% des gens ont joué leur rôle, ont fait ce qu'ils peuvent faire, dans la misère. 90% des Nigériens ont